Merci beaucoup. Je suis terrorisé par cet engin. J'ai horreur d'être interviewé. Vous dites une bêtise, elle reste pour l'éternité. Elle circule sur les réseaux sociaux. Etc. Donc, je vais dire le moins de bêtises possible. Mais enfin, il y en aura quand même. Non, je voulais vous faire la proposition suivante, qui est une pure figure de style, parce que si vous ne l'acceptez pas, je le ferai quand même. Je suis toujours très frappé de ce que, quand on parle de la presse, quels que soient les milieux dans lesquels on en parle, qu'il s'agisse de gens qui sont très engagés dans les affaires publiques, ou d'autres qui sont simplement des citoyens qui essayent de se tenir au courant, ou d'autres qui sont des étudiants, je suis toujours frappé de la complète ignorance de ce qui fait les spécificités de la presse française parmi les autres pays comparables, industriels, et donc de l'histoire de la presse. Et je sais bien qu'on me dit en général, venez, vous expliquerez la presse, et puis après on vous posera des questions. On ne me pose jamais de questions sur l'histoire de la presse parce que personne ne pense à quel point l'histoire est importante. Par conséquent, je vais donc me poser à moi-même cette question. Philippe Meyer, comment l'histoire de la presse explique-t-elle la situation dans laquelle nous sommes? Et pour être tout à fait sûr d'oublier le moins de choses possible, j'ai donc commencé, ou je commencerai donc plutôt par une forme de lecture-conférence à partir de laquelle peut-être voudrez-vous en savoir davantage sur cette histoire, y compris sur cette histoire contemporaine, peut-être pas, mais en tout cas, au moins, moi, je me coucherai l'âme en paix en ayant transmis ce que je crois important de transmettre et que, encore une fois, en général, on se demande rarement. Que l'existence d'une presse libre soit une condition, voire un élément constitutif de la démocratie, c'est un axiome qui se prouve par la négative. Je veux dire par la sévérité du contrôle des moyens d'information privés dans les régimes autoritaires et par l'absence de ces mêmes moyens d'information indépendants dans les dictatures. Dans ces pays, il faut chercher ailleurs que dans les médias l'expression de l'opinion à l'égard du pouvoir. Le vaudevilliste et librettiste d'opéra Eugène Scribe, dans son discours de réception à l'Académie française, déclarait « Je définirais l'Ancien Régime comme un gouvernement absolu, tempéré par la chanson. Et comme on peut s'en convaincre en consultant le richissime fonds Poirot à la Bibliothèque nationale, ça n'est pas la Gazette ou le Moniteur François qui prenaient leur distance vis-à-vis du pouvoir, ce sont les bateleurs du Pont-Neuf. C'est eux qui faisaient circuler à leurs risques et périls des vérités non admises par la Cour ni par les ministères, ce qui n'en fait d'ailleurs pas des vérités vraies pour autant. En effet, nombre de chansons brocardant les puissants ou dénonçant des scandales sont des œuvres de commande et bien des plumes de chansonniers sont des plumes mercenaires qui défendaient sans grand scrupule des intérêts particuliers. Le financier lâche en fit la cuisante expérience lorsque les fermiers généraux menacés firent composer des ritournelles, jetant le doute sur son système et tournant en ridicule les naïfs qui lui accordaient leur confiance. Dans la défunte Union soviétique, ce n'est pas par les chansons, c'est par les blagues, ce qu'on appelait les anecdotes, de l'autre côté du rideau de fer, que l'on pouvait se faire une idée pas trop inexacte du degré d'adhésion de la population au régime. Le peuple en raffolait et faisait circuler de bouche à oreille, sans crainte des 3 années de prison, que promettait le code pénal soviétique à tout colporteur de plaisanteries antisociales. Et à propos des 2 quotidiens impavidement officiels, la Pravda, autrement dit la vérité, et les Izvestia, autrement dit les informations, une blague fort répandue constatait l'impossibilité de trouver la vérité dans les informations et des informations dans la vérité. Dans les différentes anecdotes qui circulaient, on peut voir d'ailleurs de manière très intéressante, car elles ont été étudiées, j'en ai moi-même publié un recueil sous le titre « Le communisme est-il soluble dans l'alcool ?» que j'ai publié en 1978. Je le dis parce que 78 est une année qu'un certain nombre d'entre vous, si j'en juge par ce que moi, mes yeux ont dû la connaître, j'ai été l'objet d'une tentative d'empêchement de publication au motif que publier des blagues antisoviétiques servait
à cause de l'impérialisme américain, et à les faire perdre aux élections législatives à la gauche. Elle les a très bien perdues sans moi, je dois dire. Mais pour revenir à ces blagues anti-soviétiques, l'intérêt, elles ont été depuis étudiées de manière systématique, et on voit comment elles expriment ce que la population ressent à l'égard du régime et à l'égard de ses dissidents, et d'abord sous la forme ironique, puis sous la forme désabusée, puis sous une forme vindicative, pour ne pas dire haineuse. À la fin, les blagues sur les dirigeants sont des blagues d'une très grande férocité, et on voit bien comment, au fond, elles accompagnent cette évolution du régime qui a fini par se terminer dans la fin de l'Union soviétique. Mais plus sérieusement, ou en tout cas d'une autre manière, on ajoutera que les journalistes comptent souvent parmi les premières victimes des dictatures, et que le contrôle des médias est toujours l'un des premiers objectifs des régimes autoritaires et des gouvernements liberticides. Encore une fois, les exemples ne manquent pas et ils sont tout frais. Aujourd'hui, il y a près de 200 journalistes emprisonnés de par le monde pour avoir exercé leur métier. Ils sont emprisonnés en Chine, ils sont emprisonnés à Cuba, ils sont emprisonnés en Birmanie, ils sont emprisonnés en Turquie, ils sont emprisonnés en Russie, où ils sont aussi éventuellement assassinés, comme l'ont été Ilya Zemin, Evgeny Gerasimenko et Anna Politkovskaya. Les assassins de ces trois confrères n'ont jamais été trouvés, et les commanditaires de ces assassinats n'ont pas non plus été identifiés ni punis. Donc, aucune utilisation paresseuse ou malhonnête de la puissance des médias, qu'aucune instrumentalisation, aucun abus ne peut justifier de s'écrier avec Balzac dans sa monographie de la presse parisienne: si la presse n'existait pas, il faudrait ne pas l'inventer. Je voudrais pourtant m'arrêter sur le caractère actuel du développement que Balzac donne à cette exclamation, à cette malédiction, lorsqu'il la répète la même année dans Les Illusions perdues, dont vous avez pu remarquer à quel point le film que Xavier Giannoli en a tiré recueillait de succès. Je cite donc Les Illusions perdues. Le journal, au lieu d'être un sacerdoce, est devenu un moyen pour les partis. De moyens, il s'est fait commerce, et comme tous les commerces, il est sans foi ni loi. Tout journal est une boutique où l'on vend au public des paroles de la couleur dont il les veut. S'il existait un journal des bossus, il prouverait soir et matin la beauté, la bonté et la nécessité des bossus. Un journal n'est pas fait pour éclairer, mais pour flatter les opinions. Ainsi, tous les journaux seront dans un temps donné lâches, hypocrites, infâmes, menteurs, assassins. Ils tueront les idées, les systèmes, les hommes, et fleuriront par cela même. Ils auront le bénéfice de tous les êtres de raison, le mal sera fait sans que personne n'en soit coupable. Je serai, moi, Vignon, vous serez toi, Lousteau, toi, Blondet, toi, Finot, des Aristides, des Platons, des Catons, des hommes de Plutarque. Nous serons tous innocents et nous pourrons nous laver les mains de toute infamie. Napoléon a donné la raison de ce phénomène moral ou immoral, comme il vous plaira, dans un mot sublime que lui ont dicté ses études sur la Convention: les crimes collectifs n'engagent personne. Le journal peut se permettre la conduite la plus atroce, personne ne s'en croit sali personnellement. Ce que Balzac, me semble-t-il, veut dire, c'est que toute espèce d'idéalisme à propos de la presse est une faute, et peut-être même pire. Mais le goût des évocations littéraires me fait essayer de faire répondre à Balzac par Chateaubriand, qui n'a pas une meilleure idée que lui de ce qu'est la presse, mais qui, lui, pense qu'il y a une inéluctabilité du rôle des journaux dans la vie politique, et il fonda sa campagne de défense de la liberté de la presse, qu'il a menée avec l'Académie française et avec la Chambre des pairs en 1827, sur cette idée. Et le regard de l'auteur de l'Essai sur la Révolution tient du constat et du présage, et en rapportant ses souvenirs de la journée de juillet 1830 où furent publiées les 4 ordonnances de Charles X, dont celle sur la presse, il écrit, et là encore,
je suis frappé par la validité que conserve aujourd'hui sa démonstration. J'emportais le Moniteur. Aussitôt qu'il fit jour, le 28, je lus, relus et commentai les ordonnances. Le rapport au roi servant de prolégomène me frappait de deux manières. Les observations sur les inconvénients de la presse étaient justes, mais en même temps, l'auteur de ces observations montrait une ignorance complète de l'état de la société actuelle. Souvenez-vous-en. Sans doute, les ministres, depuis 1814, à quelque opinion qu'ils aient appartenu, ont été harcelés par les journaux. Sans doute, la presse tend à subjuguer la souveraineté, à forcer la royauté et les chambres à lui obéir. Sans doute, dans les derniers jours de la Restauration, la presse, n'écoutant que sa passion, a sans égard aux intérêts et à l'honneur de la France, attaqué l'expédition d'Alger, développé les causes, les moyens, les préparatifs, les chances d'un non-succès. Elle a divulgué les secrets de l'armement, instruit l'ennemi de l'état de nos forces, compté nos troupes et nos vaisseaux, indiqué jusqu'au point de débarquement. Le cardinal de Richelieu et Bonaparte auraient-ils mis l'Europe au pied de la France si l'on eût révélé ainsi d'avance le mystère de leurs négociations ou marqué les étapes de leurs armées? Tout cela est vrai et odieux, mais le remède. La presse est un élément jadis ignoré, une force autrefois inconnue, introduite maintenant dans le monde, c'est la parole à l'état de foudre, c'est l'électricité sociale. Pouvez-vous faire qu'elle n'existe pas? Plus vous prétendrez la comprimer, plus l'explosion sera violente. Il faut donc vous résoudre à vivre avec elle comme vous vivez avec la machine à vapeur. Il faut apprendre à vous en servir en la dépouillant de son danger, soit qu'elle s'affaiblisse peu à peu par un usage commun et domestique, soit que vous assimiliez graduellement vos mœurs et vos lois aux principes qui régiront désormais l'humanité. Une preuve de l'impuissance de la presse, dans certains cas, se tire du reproche même que vous lui faites à l'égard de l'expédition d'Alger. Vous l'avez pris, Alger, malgré la liberté de la presse. À ce réalisme, que l'on peut trouver désabusé, Chateaubriand ajoute un argument décisif et qui tient lieu d'éloge, peut-être même de lettre de mission. La liberté de la presse, écrit-il, a été presque l'unique affaire de ma vie politique. J'y ai sacrifié tout ce que je pouvais y sacrifier, temps, travail ou repos. J'ai toujours considéré cette liberté comme une constitution entière. Les infractions à la charte m'ont paru peu de choses tant que nous conservions la faculté d'écrire. Si la charte était perdue, la liberté de la presse la retrouverait et nous la rendrait. Si la censure existait, c'est en vain qu'il y aurait une charte. Balzac ne croit pas que le journal puisse redevenir un sacerdoce, il n'a jamais été d'ailleurs ailleurs que dans le monde de Tintin. Chateaubriand considère que toute chose égale par ailleurs, la presse peut éclairer l'opinion, ou plutôt que sans la presse, l'opinion ne peut être éclairée. Mais il sait que cet éclairage n'est ni la plus constante, ni la plus spontanée des fonctions que remplissent les journaux, et si l'on en croit les études réalisées dans notre pays, tant par les instituts de sondage que par des chercheurs plus intéressés par le long terme, l'opinion est aujourd'hui portée par l'expérience à relativiser le rôle que jouent les médias dans le fonctionnement démocratique de notre société et à les considérer comme une puissance qui sert d'abord ses propres intérêts ou ceux de ses propriétaires, ensuite ceux d'un parti ou d'un clan, enfin, si secondairement que cela semble être par accident, ceux de la société, en lui conférant une certaine visibilité d'elle-même et en assurant une certaine fluidité à sa régulation. Le journalisme ne saurait jouer un rôle véritable et significatif d'information, de vérification et de modérateur du débat public que s'il n'entretient pas de rapport de sujétion avec ceux dont il décrit, analyse ou commente les activités. Or, pour ce qui est des rapports de notre presse avec les pouvoirs, et d'abord avec le pouvoir politique, mais pas seulement, notre histoire est marquée par une vieille tradition de complaisance, quand ce n'est pas par de très anciennes habitudes d'inceste. L'ancêtre de nos journaux, la très célèbre Gazette de Théophraste Renaudot, voulue par Richelieu, et souvent rédigée par ses soins, est un journal officiel officieux, que l'un des biographes de Renaudot, Gérard Joubert, qualifie, je cite, d'outil de propagande cherchant à rectifier les rumeurs et à faire sonner haut et fort les actions du roi et celles de son ministre.
On sourira d'ailleurs du demi-aveu du fondateur officiel de la Gazette, Théophraste Renaudot, lorsqu'il se donne pour devise, je cite, « En une seule chose ne le céderai-je à personne, la recherche de la vérité, de laquelle néanmoins je ne me fais pas garant. » Richelieu est moins ambigu, qui déclare « La Gazette fera son devoir » où Renaudot sera privé des pensions dont il a joui jusqu'à présent. À la fin de sa vie, d'ailleurs, Renaudot reconnaîtra cet état de subordination de son journal en écrivant « Ma plume n'a été que greffière ». 2 siècles plus tard, le futur inventeur de l'agence de presse, Charles Havas, ne relève guère d'une autre analyse lorsqu'il propose au gouvernement de Charles X en 1825 de confier à son bureau de nouvelles les informations dont le ministère craint qu'elles ne soient pas crues s'il les donne lui-même et celles dont il veut tester les effets sans avoir à en endosser la paternité et en pouvant les démentir. En échange de cette livrée discrète mais pesante, Havas obtient le monopole de l'information financière, ce qui n'est pas à l'époque une petite rétribution. Notre tradition de presse est marquée par cette constance de la sujétion, souvent de la servitude, parfois de la servilité, qui ne peut être oubliée au motif que tout au long de l'histoire, des imprimeurs, des publicistes, des journalistes ou des industriels de presse se sont voués à prendre leur distance avec elle et qu'il a toujours existé ce que l'on a appelé un journalisme d'opinion, souvent malmené, souvent courageux, et un journalisme d'information, souvent courageux, souvent malmené. Notre tradition de presse est également marquée par le rôle de la puissance publique. Et ça n'est pas attenter à l'honorabilité ni oublier la rare personnalité et la compétence d'Hubert Beuve-Méry que de nous étonner, à l'exemple des commentateurs étrangers, que nous ne nous étonnions pas qu'il ait reçu les rênes et les biens de l'ancien quotidien du Comité des Forges, Le Temps, des mains du chef du gouvernement provisoire, fût-il le général de Gaulle. Enfin, pour prendre un dernier exemple de ces réflexes de connivence avec la puissance publique qui semblent inscrits dans le patrimoine génétique de la presse française, je soulignerai que le zèle, pas toujours sollicité, avec lequel elle a, durant la Première Guerre mondiale, relayé les bobards officiels, allant jusqu'à publier, je cite, que les balles allemandes ne tuaient pas, ce zèle que l'arrière a vite perçu comme tel et de plus en plus, au fur et à mesure que les permissionnaires lui décrivaient la réalité, ce zèle a été fatal à la prospérité des journaux. Jamais, après 1918, la presse quotidienne française d'intérêt général ne retrouvera le niveau des tirages qui étaient les siens au début du siècle. Il est sans doute utile de rappeler, tant est répandue l'idée que nos concitoyens seraient, pour Dieu sait quelle mystérieuse raison, rétifs, voire allergiques à la lecture des journaux, qu'à la veille de la Grande Guerre, la France était le pays d'Europe où circulait le plus grand nombre et le plus fort tirage de quotidiens nationaux. Des 80 titres de 1914, il n'en restera plus que 31 25 ans plus tard, 28 en 1947 après la floraison de la Libération et ses publications éphémères, 14 en 1952. Combien aujourd'hui? Puisque j'ai évoqué la période de la Libération et l'effondrement, la descente aux enfers, écrit l'administrateur délégué du Canard enchaîné Nicolas Brimaud, la descente aux enfers de la presse quotidienne d'intérêt général en France, je voudrais braquer le projecteur sur un autre élément tout à fait singulier de notre histoire. On se souvient des titres confisqués à la Libération en raison du comportement de leurs propriétaires. Mais on rappelle rarement, pour ne pas dire jamais, qu'à la même époque, 80% des machines et 80% des bâtiments furent expropriés et qu'ils furent gérés par une sorte de régie d'État, la Société nationale des entreprises de presse, la SNEP. Cette SNEP exerça son mandat jusqu'au vote de la loi sur la dévolution des biens de presse, qui ne fut promulguée qu'en 1954, pendant près de 10 ans. C'est donc une régie d'État qui gérera une grande partie des moyens nécessaires à la fabrication des journaux. En 1946-1947, lorsque la presse a connu sa plus longue grève, 31 jours sans quotidien, c'est la SNEP seule qui négociait au nom du patronat. Si l'on ajoute que cette société d'État avait pour interlocuteur un syndicat à qui on avait confié une position de monopole, la CGT du livre, on ne peut pas ne pas être étonné que la presse quotidienne d'information générale n'ait pas pris un grand souci de la réalité et que n'ait pas considéré les tournants qu'imposaient les très importantes mutations sociales et techniques. Il est même probable qu'elle ne les a pas aperçus. Or, évidemment, cette incapacité
à saisir la transformation des conditions de production de la presse, de laquelle je pourrais, si ça vous intéresse, ou vous amuse, ou vous attriste, donner de nombreux exemples, n'est pas pour rien dans la dégradation générale de la gestion des biens de presse aujourd'hui. Selon une tradition tout à fait française, c'est à l'État que la presse a fait appel pour porter remède aux effets pervers de la protection de l'État et pour réparer les dommages collatéraux causés par son intervention. C'est ainsi qu'au fil des ans s'est construit un véritable maquis d'aide où seuls les experts de Bercy et de la Fédération nationale de la presse française parviennent à se retrouver. Qui dit maquis dit visibilité réduite. Cependant, on estime que les sommes affectées à ces aides équivalent à 80% du montant des investissements publicitaires dans le secteur de la télévision hertzienne. Selon les titres, c'est entre 13 et 20% du chiffre d'affaires qui est aujourd'hui assuré par les aides directes et indirectes de l'État aux entreprises de presse. On est donc en droit de parler d'un véritable cordon nourricier entre l'État et la presse. Ceux d'entre vous qui ont administré, dirigé ou possédé une entreprise peuvent rêver à ce qui leur serait arrivé s'ils avaient été chaque année assurés qu'entre 13 et 20% de leur chiffre d'affaires leur serait assuré par l'État. Il faut ajouter à cette considération le fait que malgré des promesses contraires, aucun gouvernement ne s'est enhardi jusqu'à interdire aux sociétés vivant pour l'essentiel des marchés publics de posséder des entreprises de communication. Bien entendu, et même si depuis une quinzaine d'années, nombre d'affaires de corruption et de corruption de grande ampleur ont mis en cause et quelquefois envoyé en prison des responsables de ces sociétés et des élus qui avaient cédé à la tentation qu'elle leur avait fait miroiter, il n'est pas question de jeter l'ombre du doute sur la probité personnelle des dirigeants des groupes qui vivent pour l'essentiel et pour la totalité des marchés publics. Tout porte à croire, et d'ailleurs ils l'affirment, qu'ils sont de vigilants et scrupuleux gardiens de l'indépendance des rédactions dont ils possèdent le ou les titres, comme tout laisse à penser que les responsables de ces rédactions ne toléreraient aucune pression de leurs actionnaires ou que lesdites rédactions n'accepteraient pas que leurs responsables s'inclinent devant des directives de leurs propriétaires. La morale des uns et des autres est évidemment insoupçonnable et leur vertu doit être postulée. Mais si la morale est une affaire personnelle, elle est et doit demeurer d'ordre privé. Le système républicain et démocratique repose sur les garanties que la loi donne aux citoyens et non sur l'hypothèse de la vertu de tel ou tel dirigeant politique, économique ou financier. En autorisant, et la France est l'un des seuls pays comparables à le faire, les groupes qui vivent pour l'essentiel ou pour la totalité de commandes ou de marchés publics à posséder des entreprises de communication, nous créons les conditions du conflit d'intérêts, nous rendons possible l'inceste entre les pouvoirs et les moyens d'information les plus importants. En matière de relations coupables, je mentionnerai également une prouesse de notre esprit gaulois que l'on pourrait faire baptiser l'aide ultra-indirecte. Elle consiste en l'interdiction faite pendant des années à la télévision de diffuser des publicités pour certains secteurs, notamment la grande distribution. Interdiction qui a été extrêmement longtemps en vigueur jusqu'à la fin des années 80. La presse quotidienne régionale a fait une pression constante sur les gouvernements pour que ces secteurs particulièrement lucratifs restent sa chasse gardée. Elle s'est ainsi assurée une ressource sans effort et cette protection a été un facteur aggravant du retard pris dans la modernisation sociale et technique de nos journaux. Les nécessités du maintien de ce protectorat ont aussi contribué à lier les propriétaires des médias au personnel politique, tout parti et toute période confondus, donnant à nos journaux une tournure légitimiste qui tranche avec les publications des pays comparables. Je me souviens que la télévision régionale était tout autant atteinte par ces rapports avec les pouvoirs locaux et qu'à Bordeaux, on ne parlait pas de FR3, à Marseille, on ne parlait pas de FR3, mais de 2FR3. Sans forcer le trait, il me semble que l'on peut dire que depuis 1945, la presse, grâce à ce qu'elle a obtenu de l'État, a pu vivre à l'abri de la réalité économique, de la réalité sociale, de l'évolution de l'une et de l'autre, et surtout, elle a pu vivre à l'abri des lecteurs. C'est d'ailleurs cette vie à l'abri des lecteurs sur laquelle je voudrais maintenant concentrer mon propos, puisqu'elle me semble non pas la plus nuisible à la démocratie, car il est bien difficile d'établir un palmarès du pire, mais l'une de celles les moins souvent versées au débat.
En reprenant les expressions de Balzac et de Chateaubriand, je m'en suis tenu jusqu'à présent à cette fonction de la presse qui consiste à éclairer le citoyen, c'est-à-dire non seulement à rendre possible la circulation et la confrontation des opinions, mais aussi à lui permettre de vérifier la véracité de la parole publique, de discuter l'effectivité et l'efficacité des politiques, leur conformité avec les buts affichés, etc. Mais la presse remplit une autre fonction, une fonction essentielle à la réalité de la vie démocratique, celle de nous dire où nous sommes et où nous en sommes. Elle accomplit cette tâche par le moyen du reportage, de l'enquête, de ce que l'on appelait au XIXe siècle la monographie. Ce fut le travail à cette époque conduit par Louis-René Villermé sous l'égide de l'Académie des sciences morales, en informant, et si souvent en détail, sur la question majeure de son temps, la question sociale. Le docteur Villermé n'a pas seulement contribué à des solutions immédiates à certains problèmes comme le travail des enfants, il a également nourri la réflexion d'une pléiade de penseurs où se mêlent Karl Marx et les tenants d'une nouvelle doctrine sociale de l'Église. Les enquêtes comme celle de Villermé ont donné à leurs contemporains de quoi fonder les actions les plus diverses sur la réalité de leur époque. Si l'on veut bien considérer que nous traversons une période au moins aussi riche en bouleversements que la deuxième partie du XIXe siècle, aussi riche en bouleversements et en incertitudes, aussi riche que celle du passage de la société agricole à la société industrielle, ce sont des Villermé, des Villeneuve-Bargemont, des Gérando, des Bigot de Morogne dont nous avons besoin aujourd'hui, et ce qui se faisait sous la forme de brochures, de monographies en brochures, devrait aujourd'hui se faire sous la forme de reportages dans les journaux. Malheureusement, non seulement la tradition du reportage est la plus dévaluée de toutes les traditions du journalisme français, mais au fur et à mesure de l'aggravation de sa crise économique, il a augmenté le poids de ce journalisme de cours dont j'ai tenté d'évoquer quelques-unes des origines. La presse ne considère digne de son intérêt que deux sujets d'information, les institutions et les appareils politiques. C'est une sorte de focalisation sur ce qui, d'une certaine manière, ne coûte rien en termes d'initiative, mais consiste à avoir des informateurs à l'intérieur de ces institutions ou de ces appareils d'État. J'ai enseigné pendant plus de 20 ans à Sciences Po, et si j'avais pris deux de mes étudiants, l'un fils d'un inspecteur des finances ou même simplement d'un fonctionnaire, d'un cadre supérieur, mais lié, mettons, au Parti socialiste ou au RPR de l'époque, la couleur n'a pas d'importance, et un autre né dans une des banlieues du 9-3, ayant réussi à force d'aide de ses professeurs et de courage de sa part et de soutien de ses parents à entrer à Sciences Po et à se préparer à en sortir diplômé, deux exemples que j'ai connus, que tous les deux voulaient devenir journalistes et qu'ils allaient tous les deux voir le directeur du Monde, le directeur de Libération, le directeur du Figaro, et qu'ils disent l'un et l'autre, voilà, moi, l'un dit, voilà de qui je suis le fils, mon père est quelque chose au Parti socialiste et il connaît tout sur le rapport entre Jospin et Fabius, et l'autre dit, moi, je ne connais personne, mais par contre, je connais la banlieue, je sais comment ça se passe et je peux y être comme un poisson dans l'eau et raconter ce qui s'y passe. Ne vous demandez pas lequel des deux aurait été embauché. Donc, c'est simplement l'une des traductions de cette focalisation sur les grands appareils d'État et sur, je dirais, les riches et les puissants. Il est vrai que, après tout, pourquoi aller voir sur place? La presse n'a pas besoin, elle n'a qu'à recourir aux sondages. Ils lui tiennent désormais lieu d'enquête et de reportage. L'insécurité, un sondage. L'immigration, un sondage. Le moral des Français, un sondage. Un sondage, et sondage après sondage, notre méconnaissance de nous-mêmes et de la société dans laquelle nous vivons progresse sans désemparer. Je me suis efforcé, et j'en termine, de dresser l'inventaire de quelques-uns des handicaps que le journalisme doit surmonter en France pour être un auxiliaire de la démocratie, de la citoyenneté, au sens où on parle d'auxiliaire de justice, et même l'un de ses moteurs. J'ai conscience, et encore plus maintenant que les prononcer devant vous, du caractère insuffisant de mon propos, de la nature cavalière de la perspective que je viens d'esquisser, mais je sens bien aussi que je n'ai pas pu me défaire, alors qu'évidemment, comme toujours, je me l'étais promis, de ces mouvements de passion et de passion déçue. Je suis arrivé tard à ce métier, qui sont d'abord ceux d'un ancien adolescent, lecteur ardent des quotidiens et des hebdomadaires dans lesquels il cherchait et trouvait quelquefois
de quoi comprendre son époque et donc penser pouvoir y prendre sa place. Je vous remercie. Bien, merci pour ce propos. Il n'est pas très optimiste sur, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le paysage. C'est la tireuse de bière. Oui, qui n'est pas très optimiste par rapport à l'état de la presse. Mais au-delà de ça, je trouve que vous êtes effectivement très sévère parce qu'on trouve quand même dans la presse écrite des reportages. On trouve des tentatives aussi. Je pense à Eric Fotorino, par exemple, avec le 1 et avec un certain nombre avec son magazine Zadig, c'est ça, des tentatives justement de répondre à la critique que vous formulez. Et si je vous pose la question, c'est un peu par petite provocation pour essayer d'alimenter un peu la discussion et de voir si ce propos décapant reflète pour vous la totalité de ce que vous voyez. D'abord, je suis associé à Éric Fotorino, à Laurent Galzamer, et mon podcast, Le Nouvel Esprit Public, est associé au 1, mais accessoirement aussi d'ailleurs à Zadig et à Légende, qui sont deux réussites tout à fait remarquables. Ce qui m'amène à préciser deux choses. La première, c'est que il faudrait, pour être complet sur la remarque que vous faites, rappeler qu'Éric Fotorino et Laurent Galzamer ont été virés de la direction du Monde, à qui ils voulaient justement donner cette orientation. Ils ont eu le courage, vraiment le courage, parce que quand on voit le 1, vous l'avez tous vu, j'imagine qu'il faut déployer le 1, ça fait, bon, on se dit, ils sont fous, ouais, ils sont fous, et ben non, ils ne sont pas fous, ça a marché, ça marche. Financièrement, ça a été assassiné, enfin en tout cas poignardé, et ça souffre beaucoup de la faillite de la distribution en France. Je ne vais pas parler de la distribution, mais c'est un point extrêmement important. Et Éric Fotorino et Laurent Galzamer et leur équipe du 1 s'est fait voler 12 millions par la faillite d'un organisme public. Ensuite, effectivement, ce qu'ils font, c'est de lutter contre ça. Et nous sommes, eux et moi, dans un parfait accord. Alors, ils le font. Le 1, c'est plus quelque chose pour donner un éclairage différent. Et Zadig, c'est plus fait pour le reportage. Mais bien entendu, les deux sont des fonctions, je l'ai dit. La fonction de l'analyse, d'autant plus que dans le cas du 1, elle est tout à fait indépendante. Et puis la fonction du récit qui, évidemment, est le moyen de savoir, comme j'ai dit, où nous sommes et où nous en sommes. Donc, ce que je reprendrai de ce que vous avez dit, c'est plutôt, oui, il y a des gens qui essayent. Mais pour reprendre la célèbre phrase de Michel Audiard, il y a aussi des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Et donc, mais je peux même vous dire, pour en avoir fait l'expérience, qu'il arrivait qu'on trouve un peu de Izvestia dans la Pravda, la vraie, celle je l'ai su en allant une fois en Union soviétique, à un moment où Vladimir Horowitz revenait dans son pays natal, qu'il avait fui en 1924, donc à l'âge d'homme, il avait 20 ans. Il avait fui à cause de l'antisémitisme avec Heifetz, ils étaient partis tous les deux, et donc il est revenu après les accords de Genève, c'est une des choses les plus étonnantes que j'ai vues comme journaliste. J'ai assisté à un événement qui n'avait pas lieu. C'est-à-dire que pour faire mousser les accords de Genève qui prévoyaient que les échanges culturels allaient reprendre, les accords entre Reagan et Gorbatchev, vous vous souvenez, la première chose avait été donc le retour de Vladimir Horowitz dans son pays natal, pour deux concerts, un concert à Moscou, un concert à ce qui s'appelait encore Leningrad. Et il y avait 18 chaînes de télévision du monde qui étaient là pour retransmettre le récital que Horowitz a donné depuis le conservatoire Tchaïkovski. Et cet événement, donc il y avait donc 18 pays au monde qui vous disaient, attendez, il y a un événement formidable, sauf que l'événement n'avait pas lieu. C'est-à-dire que les Russes ne le savaient pas. Et que même, j'ai vu des yeux qui vous parlent, comme on dit dans la biche, j'ai vu des étudiants du conservatoire de Moscou se faire matraquer par les forces de l'ordre parce qu'ils essayaient de rentrer par le toit pour au moins pouvoir écouter. Il n'y avait dans la salle que la nomenclature et le personnel diplomatique. Et c'est une étrange expérience pour un journaliste d'assister à un événement dont
comme des braves gogos qu'ils étaient, les journalistes de télévision qui étaient là vous disaient « Ah ben là, vous vous rendez compte, un truc extraordinaire, la première application des accords de Genève ». Sauf que c'était la première négation des accords de Genève, la première entourloupe à propos des accords de Genève. Donc, mais il y avait quand même, je ne parle pas russe et je ne le lis pas davantage, mais j'étais accompagné d'un truchement, et le truchement était tout content un jour d'arriver avec la Pravda, enfin, au moment de ses concerts, de dire « Regarde, en page, je ne sais pas combien, 31 à l'intérieur en bas, il y a une information qui dit, alors je dis, bah, traduis-moi, il dit, bah, le pianiste américain, né en Russie, mais on n'en parlait pas, Vladimir Gorovitch, comme on dit en russe, donnera demain soir un récital au conservatoire Tchaïkovski. À son propos, nous avons interviewé le doyen de la faculté de piano qui nous a dit oui, il a un toucher intéressant, etc. Enfin, tout ce qui était la nature même de l'événement, c'est-à-dire un événement politique, quelqu'un qui revenait de l'Union soviétique qu'il avait quitté pour appliquer, en application, première application des accords de Genève, tout ça était, mais l'information y était et on ne pouvait pas se plaindre en effet que la Pravda ait totalement passé la chose sous silence. Mais je ne nierai même pas, j'irai plus loin que ce que vous avez dit. Il arrive aussi que dans le monde, il y a des reportages. C'est d'ailleurs un drôle de comment dirais-je, un drôle de statut, celui des reportages du Monde ou de certains journaux. C'est un statut de dramatisation, c'est-à-dire que c'est un statut littéraire, je dirais, souvent d'ailleurs avec des très belles plumes, mais c'est un statut littéraire, c'est pas un statut, je dirais, c'est pas un statut. Et d'ailleurs, dans les journaux, la dernière chose qu'on fait, c'est d'être le type qui va faire les commissariats. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Il se trouve que je suis rentré tard dans la presse, mais je venais d'une sociologie de terrain. J'avais fait beaucoup de terrain et j'avais dit à Jean-François Revel, qui m'avait embauché comme éditorialiste, je lui avais dit, c'est quand même paradoxal que j'ai fait 10 ans de terrain comme sociologue et que comme journaliste, je fasse le sermon de l'éditorial. Non pas que je crois que l'éditorial n'ait pas quelque chose à apporter en termes d'information, mais ça me paraissait quand même un peu bizarre. Et alors Revel m'a dit, non, bah, écoute, moi je viens de t'embaucher, je ne veux pas donner l'impression d'avoir embauché quelqu'un qui fait les vitres, le ménage, la cuisine, qui conduit la voiture, etc. Donc si tu veux faire des reportages, fais des reportages, mais prends un pseudo. J'ai pris un pseudonyme et j'ai fait des reportages publiés dans le journal, dont un sur le Forum des Halles juste avant qu'il ouvre. Une des plus grandes catastrophes de l'urbanisme parisien qui, depuis, a montré qu'il était capable de catastrophes encore plus grandes, mais là, il y a eu une sorte de point de départ. Et donc, c'était très intéressant parce que personne ne maîtrisait rien. Notamment, une chose assez amusante, c'était que les rues qui traversaient le Forum des Halles étaient des rues. C'est-à-dire qu'elles avaient le statut de rue. C'était d'anciennes rues on les avait enfoncées de 3 étages, mais c'était toujours des rues. Et on ne peut pas les fermer, ça ne se ferme pas une rue. Il faut que le préfet de police prenne un arrêté justifié par quelque chose. Donc il y avait là-dedans, dans le Forum des Halles, une quantité de gens qui avaient des activités de toutes sortes, et notamment les personnes qui font commerce de leur vertu, hommes, femmes et auvergnats, d'ailleurs, tout était mélangé. Pourquoi ? Parce qu'on était à l'abri. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé dans les galeries du Palais Royal, qui ont été un haut lieu de la prostitution pendant très longtemps. Et c'était, enfin, on rencontrait une faune. Bon. Et donc, moi, je m'étais fait copain avec les gens de la sécurité. Ils m'emmenaient voir les trucs ici et là. Et puis, bon, un matin, je rentre chez moi, j'avais passé la nuit au Forum des Halles, et je sors par une sortie que m'avaient montré les gens de la sécurité qui aboutissait à une bouche d'aération. Donc je sors de cette bouche d'aération et je tombe sur un des chroniqueurs du journal, l'Express, auquel j'écrivais à l'époque, qui me regarde sortir de cette bouche d'aération avec étonnement, ça je peux le comprendre, et qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et je lui dis, écoute, voilà, là je lui dis mon pseudo, je lui dis, voilà, bah, c'est moi. Et il me dit, mais tu fais des reportages. Et je dis, oui. Mais tu vas finir par faire les commissariats. Ce qui était une désolation complète. C'est-à-dire, alors que faire les commissariats est en effet un des moyens de savoir à quoi ressemble la société et par ailleurs aussi de faire en sorte que ce qui se passe dans les commissariats ne soit pas complètement ignoré du reste du monde. Donc, mais évidemment, c'est beaucoup moins littéraire que les reportages qui font le succès
littéraire. Si on parlait un peu de la radio, parce que vous avez beaucoup parlé de la presse écrite, quel regard vous portez? Alors, parce que pour vous lancer sur cette question, on voit que, par exemple, France Inter est vilipendée par l'extrême droite. Zemmour veut, privatiser France Inter. Il n'y aurait que des voix de gauche à France Inter, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, par certains côtés. Je veux dire, la radio aujourd'hui, alors on constate aussi une augmentation forte depuis quelques années de l'audience de France Inter, un écroulement d'Europe 1. Pour les autres radios, je n'ai pas les statistiques. Enfin, RTL se porte apparemment plutôt bien. Vous avez été longtemps un homme de radio. Comment vous voyez aujourd'hui, je ne dirais pas l'état de la radio, mais comment dire, les évolutions d'une radio comme France Inter, que j'imagine beaucoup d'entre vous écoutez, enfin, en tous les cas, moi je l'écoute, disons, avec France Info, c'est une de nos sources d'informations importantes. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que quand on parle de l'audience des radios, il ne faut pas oublier que l'audience globale des radios baisse, qu'elle ne cesse de baisser. Est-ce que c'est au profit des podcasts? Je pense que oui, en suivant l'exemple américain, où il y a toujours une petite avance par rapport à nous, mais je ne saurais dissimuler qu'étant devenu moi-même un podcasteur, il se peut que mes appréciations soient biaisées par cette qualité. Sur l'évolution de la radio, bon, je suis parti, je ne vais peut-être pas m'étendre très longtemps sur mon sort, mais il se trouve qu'il y a eu en 2015 une très grande grève, la plus grande grève que Radio France ait jamais connue, qu'à cette occasion, Le Monde m'a demandé de faire une tribune pour expliquer quels étaient les problèmes de cette maison, que j'ai fait cette tribune, qui peut toujours être lue sur Internet, et qui malheureusement n'a pas vieilli. Et que le président de l'époque de Radio France et son état-major m'en ont mortellement voulu et ont ensuite pensé qu'il fallait faire tout le nécessaire pour me dégoûter de rester dans cette maison. J'ai donc fini par partir. Alors, j'ai vu évidemment à cette occasion des comportements personnels, parce que quand j'ai fait cette tribune, j'ai été porté en triomphe littéralement par une assemblée générale de 500 ou 600 personnes, et je ne vous dis pas le nombre de gens qui, ayant des responsabilités à la radio, mais me connaissant parce que j'étais là depuis 1980, sont venus me dire que ce que j'avais écrit était en tout point admirable et méritait d'être gravé dans le marbre, opinion que je partage. Je dois dire que les mêmes, quand ils ont vu que l'hostilité du président de l'époque et de ses séides était redoublée, ont disparu et ont regardé courageusement ailleurs. Donc, je ne peux pas dire trop de choses sur cette maison parce que j'aurais l'air de, comment dirais-je, de régler un compte. Et franchement, je crois que ce que je peux dire de plus, j'allais dire de pire, c'est que je suis content d'être dans le podcast parce que qu'est-ce que c'est le service public? C'est ce que souvent mes étudiants ou d'autres étudiants qui me demandent de venir faire une conférence m'ont demandé. Alors, je peux vous dire des choses admirables sur le service public, ses missions, etc. Mais je préfère dire une chose concrète. J'ai quitté la radio en faisant 2 émissions, l'une qui s'appelait « La prochaine fois, je vous le chanterai », qui avait 1 800 000 auditeurs, et l'autre, l'Esprit public, qui en avait à peu près 400 000. Quand j'ai créé ces 2 émissions, les 2 responsables d'antenne de l'époque, l'un à France Inter, l'autre, non d'ailleurs, c'était pas celui de France Inter, c'était le président de l'époque qui s'était directement intéressé à ça, et le responsable de France Culture. Quand je leur ai expliqué ce que je voulais faire pour ce qui est de la chanson, il s'agissait de rediffuser un patrimoine auquel tout le monde doit avoir accès, quel que soit son âge,
pour en faire ce qu'il en veut. Moi, j'ai écouté les chansons qu'aimait mon arrière-grand-mère. Il y en a une ou deux qui m'ont plu, d'autres dont je me suis moqué, d'autres que je me suis empressé d'oublier. Mais je les ai connues. Je pouvais en faire ce que j'en voulais. C'est la seule chose que je voulais faire, c'était ça. Et l'autre qui était de créer autour de la politique, non pas ces débats de coq qui infestent la politique et qui sont maintenant devenus l'ordinaire de toutes les émissions de plateau, qu'elles soient de radio ou de télévision, mais une conversation. Une conversation qui est un vieil art français qui consiste à s'écouter, à se répondre, et bien sûr à essayer de l'emporter sur son interlocuteur, mais dans des règles, dans le respect des règles, dans une courtoisie qui de bonne aloi, ce que nous continuons à faire sur ce podcast, Le Nouvel Esprit Public. J'ai donc proposé ces deux émissions à ces deux personnages qui pouvaient en décider. Tous les deux n'y ont pas cru. Et tous les deux m'ont dit la même chose, qui pour moi est la définition du service public. Tu y crois? Tu veux le faire? Ouais. Eh bien, essayons. Et on a essayé. C'est-à-dire qu'on a eu la possibilité, j'ai eu, mais d'autres que moi l'ont eu aussi, de proposer au public quelque chose dont il ne savait pas qu'il avait envie. Mais on aurait pu se tromper. Mais on a pris ce risque-là. Ce qui me paraît aujourd'hui pourrir ce qui a été le service public, qu'il soit celui de la radio ou celui de la télévision, ce n'est pas les espèces de choses sur lesquelles aboient Zemmour et quelques autres. C'est l'incapacité, qu'il s'agisse de politique, qu'il s'agisse de contenu, qu'il s'agisse de tous les contenus, de prendre ce risque-là, de sortir d'une navigation dans les courants dominants. Voilà, ça, c'est grave. Le reste, c'est périphérique et, à mon avis, s'il y a dans les radios, qu'elles soient publiques ou privées, des gens qui sont comme Théophraste Renaudot à la recherche de savoir quelle est la baleine derrière laquelle il faut accrocher son esquif, on changera de baleine et eux ne changeront pas d'activité. Donc ça, je crois que franchement, il n'y a pas lieu de... C'est pas ça le sujet d'inquiétude. Le sujet d'inquiétude, c'est le contenu. Et la capacité, encore une fois, le service public, c'est cette originalité qui consiste à avoir le courage de proposer quelque chose. Il y a une série d'émissions qui s'appelle Les Nuits de France Culture, auxquelles on peut s'abonner et qui permettent d'écouter indéfiniment. Enfin, moi, je suis abonné, je n'arrive pas à écouter le cinquième de toutes celles que j'ai dans mon téléphone, mais ça donne une idée, justement, ça illustre cette définition du service public que je viens de donner. Alors rassurez-vous, je ne vais pas poser toutes les questions. J'imagine, avant qu'on se sustenté un tout petit peu. Pourquoi un tout petit peu ? Pardon ? Je dis pourquoi un tout petit peu ? Oui, alors, ça va dépendre de ce qu'on va voir dans le couloir. Donc, avant d'aller se sustenter, peut-être, donc vous connaissez le principe de ces soirées, hein, c'est-à-dire que notre intervenant intervient par définition 3/4 d'heure, 1 heure devant vous. Ensuite, on pose quelques questions, on fait une pause pour aller manger un bout, et puis on revient vers 20h15, 20h30, ça dépend un peu comment ça se passe, pour véritablement que vous ayez eu le temps, en mangeant, de réfléchir aux questions que vous auriez envie de poser, de manière à ce que le débat reprenne avec notre intervenant pendant à peu près 1 heure, 1 heure et quart, ça dépend de vous, essentiellement. Voilà, mais, pardon. Ah ben voilà. Alors, il y a des problèmes techniques. Alors, il faut absolument le micro parce que les personnes en ligne ne vont pas vous entendre. Je voudrais poser la question de l'enseignement du journalisme dans les écoles de journalisme. C'est possible d'avoir des renseignements. Ce n'était pas très bien. Si vous pouvez préciser votre question, parce que je peux vous donner des adresses, mais j'imagine que ce n'est pas ça que vous voulez. C'est-à-dire que je connais des professeurs de journalisme qui se plaignent de ce que l'enseignement du journalisme a complètement été
dévitalisé, on va dire. Et je ne sais pas ce qu'il en est, ça m'intéresserait de savoir. Écoutez, je n'ai pas fait d'école de journalisme, je suis devenu journaliste comme beaucoup par hasard. C'était d'ailleurs, c'est ce qui maintenant est de plus en plus rare, c'est-à-dire que les gens qui ont fait une école de journalisme ont progressivement occupé un nombre de postes croissants dans la presse. Alors, pas tant que ça, parce qu'il y a quand même énormément, il y a à peu près 35 000 cartes de presse en France, sans compter les gens qui essaieraient de l'avoir et n'ont pas encore. Il n'y a pas eu depuis 1946, je crois, la première école de formation, qui était le centre de formation de journalistes de Philippe Bianet. Il n'y a pas eu tant de journalistes qui en est aujourd'hui 35 000. Mais ce qui est certain, c'est que la tendance, il y a une double tendance. La première tendance, c'est qu'il y a de moins en moins de cartes de presse, c'est-à-dire que ce sont des professions qui sont délaissées. C'est d'ailleurs très intéressant de savoir au profit de quoi. Elles sont délaissées au profit des écoles de communication. C'est-à-dire que, et j'ajoute qu'autrefois, dans les secteurs sensibles à la communication, pour un journaliste, il y avait 6 communicants. Aujourd'hui, il y en a 32. C'est dire à quel point le journalisme est soumis à pression. Je ne connais pas les écoles de journalisme, je n'y ai jamais enseigné. J'ai enseigné à Sciences Po, mais ce n'était pas dans l'école de journalisme de Sciences Po, qui d'ailleurs n'existait pas encore. J'ai enseigné l'histoire et la sociologie des moyens de communication, d'ailleurs pas seulement en France, et puis après j'ai arrêté et j'ai enseigné l'histoire de Paris et de ses problèmes contemporains. Ce que j'ai pu voir des écoles de journalisme, on n'a pas donné une opinion flamboyante. J'ai eu l'impression que j'ai enseigné une année à Sciences Po dans le même bâtiment que l'école de journalisme, et donc je voyais les élèves de l'école de journalisme et je trouvais qu'ils se donnaient beaucoup d'importance. C'est-à-dire qu'ils pensaient que quand le directeur de l'école de journalisme invitait un ministre, il pensait que le ministre venait les voir. Mais le ministre, il venait à l'école de journalisme. Le lendemain, il ne se souvenait absolument plus d'aucun de ceux qu'il avait vus. Si j'en juge par ce que je vois dans les télévisions ou les radios d'information continue, je pense que le mode de formation dispensé dans les écoles de journalisme, je dirais, est insuffisant. Oui, j'ai une question qui est peut-être un petit peu vaste. Vous avez dressé un tableau assez sombre de la genèse de la presse française, en soulignant que la situation était différente dans d'autres pays. Je pense en particulier aux pays anglo-saxons. Est-ce que vous pouvez développer ce point et nous expliquer en quoi la genèse de la presse aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, il ne s'agit pas de prendre tous les pays, est différente et aboutit à un résultat qui serait également différent en termes de contenu, en termes d'indépendance, en termes indépendance financière, indépendance politique. Là, je reste un petit peu sur ma faim. Ça vous arrivera, rassurez-vous, même quand je vous aurai répondu. J'ai conscience que c'est très vaste. Quand je vous aurai répondu, vous resterez aussi sur votre faim. Et quand je faisais de la radio, je disais, la radio, c'est l'école de la frustration. Mais enfin, on peut quand même essayer d'avancer. Premièrement, la France est la seule société qui soit une société de cours. Quand je dis la seule société qui soit une société de course, elle l'est toujours aujourd'hui. La France est la seule société où le pouvoir central a exercé sur la société civile une emprise aussi considérable, à tout point de vue. D'abord parce qu'il y a des tas de pays qui n'en étaient pas, ou qui n'étaient pas des nations. L'Italie, l'Allemagne, d'une certaine manière, l'Espagne, bien entendu, l'Angleterre, c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande, maintenant d'Irlande du Nord, mais longtemps d'Irlande, d'Écosse et du Pays de Galles. Pour les Écossais, pour les Gallois, pour les Irlandais, Londres n'a en rien, le pouvoir central londonien n'a en rien l'importance
que le pouvoir central français a pour la Bretagne, l'Occitanie, la Franche-Comté, etc. La France est un pays centralisé, autoritaire, et une société de cour dans laquelle rien ne peut s'imprimer sans ce qu'on appelait le privilège royal. Ça veut dire l'autorisation. C'est bien pour ça d'ailleurs que des cartes allaient se faire imprimer en Hollande. C'est bien pour ça que du temps de Napoléon III, on faisait imprimer les pamphlets là aussi en Hollande ou en Belgique et on les ramenait dans des bustes à l'effigie de l'empereur. Donc, cette situation-là est une situation qui ne se retrouve dans aucun pays comparable. Aucun. Ce qui veut dire que depuis le début, depuis Théophraste Renaudot, la presse est entièrement sous contrôle. Dans les autres pays, l'Angleterre, mais aussi d'ailleurs l'Espagne au fur et à mesure des siècles, mais prenons l'Angleterre, la presse n'est certes pas indépendante au sens où elle ne servirait aucun intérêt, mais elle sert des intérêts contradictoires. C'est-à-dire que ce qui compte, ça n'est pas la permission du pouvoir central, c'est la possibilité de trouver auprès des Whigs, des Tories, des libéraux, ce que vous voulez, ou auprès de tel ou tel industriel, les moyens de faire un journal. Mais il n'y a rien qui ressemble à ce contrôle sur l'ensemble de la presse. L'autre chose qui assure une certaine circulation de la vérité, ou en tout cas une certaine dénonciation du mensonge, c'est la concurrence. La concurrence, c'est une concurrence qui se fait entre des entreprises saines. Or, les entreprises de presse françaises sont tout sauf saines, comme j'ai essayé de le décrire tout à l'heure. Je vais vous prendre un exemple aux États-Unis. En 1983, je crois, sous bénéfice d'inventaire, le Washington Post reçoit le prix Pulitzer, ou plus exactement une de ses journalistes noirs, reçoit le prix Pulitzer pour avoir publié une série de reportages sur un gamin de 8 ou 10 ans qui vivait en vendant du crack du côté de Harlem. 4 ans plus tard, le New York Times, qui l'année où elle avait eu son prix, pensait l'avoir pour un de ses reportages et qu'il l'avait en travers de la gorge. Après avoir fait une enquête compliquée et minutieuse, démontre que ces reportages qui avaient valu à son auteur le prix Pulitzer étaient bidons. Premièrement, 2 enseignements à en tirer. Premièrement, c'est la concurrence entre ces 2 journaux, ce n'est pas une autorité de régulation, une espèce de machin fantomatique avec des conseillers blêmes qui, après avoir traîné leur guêtre dans je ne sais combien d'administrations, sont envoyés là pour avoir encore le sentiment qu'ils ont un peu quelque chose à faire, monsieur le bourreau, comme les 5 minutes que demandait Madame Dubarry. C'est la concurrence entre les 2 entreprises qui a fait que la vérité a été connue. Premier enseignement. Deuxième enseignement. Cette journaliste a dû rendre le prix, quitter la profession. Ah ah. Il y a en France un journaliste qui a présenté pendant très longtemps le journal télévisé, qui a été condamné à 14 mois de prison avec sursis pour avoir vendu le siège de l'interviewé au journal de TF1, en l'occurrence le gendre de Michel Noir, M. Poton. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est lui qui a interviewé le président de la République, Jacques Chirac, le 14 juillet suivant, et qui, avec un regard sévère, lui a dit « Est-ce que c'est bien vous qui avez payé vos billets d'avion pour l'île Maurice ?» Il a eu la Légion d'honneur. Et si je n'étais pas intervenu comme membre du Conseil de l'Ordre des Arts et Lettres, le ministre de la Culture de l'époque, M. Don Dieu de Fabre, l'aurait fait commandeur des Arts et Lettres. J'ai eu la chance de pouvoir me mettre en travers de cette imposture. Je disais tout à l'heure que le salut de la République ne repose pas sur la morale des uns et des autres, mais il repose sur la capacité d'une profession à se réguler elle-même. Ce qui, dans l'exemple que je viens de prendre, mais je peux en prendre des tas d'autres, ne s'est nullement présenté. Voilà quelques-unes des différences, et ça ne répond pas, et j'ai bien conscience que vous êtes tout aussi frustrés que vous l'étiez tout à l'heure, mais vous l'êtes différemment. C'est l'avantage de la conversation.